Aujourd'hui, on plonge dans une affaire qui a hanté une famille pendant plus de 37 ans. Lee Boxwell, un adolescent âgé de 15 ans, disparaît mystérieusement en 1988. Et malgré des décennies de recherche, sa disparition reste un mystère total. Des indices effrayants, des témoins énigmatiques et des secrets profondément enfuis dans un lieu sombre, tout cela va laisser place à une série d'événements qui ne demandent qu'à être découverts. Mais qu'est-il vraiment arrivé à Lee ? Qui sont les personnes derrière cette histoire ? Et surtout, quelle vérité effrayante pourrait bien sortir de l'ombre ? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui nous allons parler d'une disparition qui s'est passée il y a quelques années et j'espère que cette affaire est encore inconnue pour vous. Mais avant de commencer, comme d'habitude, si le contenu de notre chaîne vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en mettant un petit like, des commentaires, en s'abonnant juste en dessous si ce n'est toujours pas fait. Et sans plus tarder, c'est parti pour cette nouvelle affaire. Lee Boxwell naît le 15 février 1973 et il est le premier enfant du couple Peter et Christine Boxwell et très rapidement, il devient le centre de leur univers. Ils vivent dans le sud-est de l'Angleterre et peu de temps après, la famille s'agrandit de nouveau avec l'arrivée de sa petite sœur, Lindsay Boxwell. Ensemble, ils forment un foyer chaleureux et uni. Dès son plus jeune âge, Lee se distingue par son intelligence ainsi que sa bienveillance, mais également par son amour pour le football qui occupe une place importante dans sa vie. En grandissant à Chim, il se passionne rapidement pour ce sport. Chaque week-end, il assiste à des matchs, peu importe quelle équipe joue. Ce n'est pas seulement un loisir pour lui, mais une véritable passion, un mode de vie. Cependant, le football n'est pas son unique trait marquant. Ceux qui le côtoient le décrivent comme un garçon sensible, gentil et digne de confiance. Avec le temps, il tisse des amitiés solides grâce à son caractère sociable et ouvert. Il se montre également brillant sur le plan scolaire, porté par une attitude respectueuse et un sens du travail qui est bien ancré. Pourtant, malgré son intelligence, ses proches constatent qu'il a tendance à faire preuve d'un excès de confiance, un trait qui s'accentue à mesure qu'il entre dans l'adolescence. En 1988, à 15 ans, Lee mène une vie ordonnée. La semaine, il se consacre à l'école, tandis que ses week-ends sont rythmés par le football ainsi que les sorties entre amis. Il est un adolescent responsable, fiable et respectueux, des qualités qui rassurent grandement ses parents. Peter et Christine lui font entièrement confiance et n'éprouvent jamais d'inquiétude à son sujet. S'il lui arrive de rentrer un peu plus tard que prévu, il prévient systématiquement en appelant depuis une cabine téléphonique. Tout semble donc sourire à ce jeune adolescent. Lee est un jeune homme plein de promesses, apprécié pour sa maturité et son bon sens. Sa chambre, celle qu'il occupe depuis son enfance, demeure aujourd'hui encore figée dans le temps, préservée par ses parents comme un vestige de son passage. Mais cette vie paisible bascule brutalement en 1988. Un jour, l'adolescent disparaît sans laisser la moindre trace. Les années passent, mais le mystère reste complètement entier, laissant sa famille dans une attente insoutenable, hanté par l'absence et l'incertitude. Le matin du 10 septembre 1988 commence comme n'importe quel autre jour dans la famille Boxwell. Peter et Christine, les parents de Lee, se lèvent tôt pour se préparer à leurs activités respectives. Christine prévoit de rendre visite à sa mère, tandis que Peter doit faire quelques courses. Lindsay, la sœur de Lee, qui est âgée de 13 ans, organise une sortie avec une amie. Pendant ce temps, le jeune homme est encore endormi. Il reste au lit plus longtemps que le reste de la famille. Lorsqu'il finit par enfin se lever, toujours en pyjama, il s'installe confortablement dans son fauteuil préféré du salon pour prendre son petit déjeuner. Avant de partir pour le supermarché, Peter échange quelques mots avec son fils. La veille, il l'a entendu au téléphone avec un ami, discutant de football, et il ne s'agissait pas d'un plan précis, juste d'une conversation sur un éventuel match. Lee, encore somnolent, qui vient à peine de se réveiller, ne donne pas beaucoup de détails, et Peter ne cherche pas à en savoir plus. Après un simple au revoir, il quitte la maison, laissant son fils à sa matinée tranquille.
Ce jour-là, Sutton United, le club favori de Lee, joue un match à l'extérieur, dans le Lancashire, à plus de 370 km de Cheam. Un trajet qui est donc bien trop long pour un adolescent de 15 ans seul. En revanche, un autre match a lieu un peu plus près, à Sellers Park à Croydon, une distance facilement accessible. Le temps est agréable, avec des températures atteignant les 20 degrés. Dans ces conditions, il serait tout à fait naturel pour Lee de sortir, que ce soit pour voir un match ou simplement pour passer du temps avec des amis. D'après les éléments disponibles, il quitte la maison familiale vers 10h30. Les événements de cette journée restent flous, car rien ne laisse présager une disparition. Personne ne prête une attention particulière au déplacement de l'adolescent. Ce qui est certain, c'est qu'il se rend sur Sutton High Street, où il retrouve un ami vers 11h du matin. Ensemble, ils passent environ 2 heures à discuter et à flâner dans les supermarchés. Vers 13h, ils se séparent. Avant de partir, Lee mentionne qu'il envisage peut-être d'aller voir un match de football, mais sans que ce soit un projet arrêté. Vers 14h20, un témoin l'aperçoit devant le supermarché Tesco, toujours sur Sutton High Street. Cette information remet en question l'idée qu'il ait réellement pris la direction du stade de foot. Le match commence à 15h, mais l'organisation d'un tel déplacement semble vraiment peu probable. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Le trajet en train prend environ 30 minutes, ce qui signifie que Lee aurait eu à peine 10 minutes pour se rendre à la gare, acheter un billet, rejoindre le stade et trouver une place avant le coup d'envoi. Le timing ne colle donc pas du tout, renforçant l'hypothèse qu'il ne s'est jamais rendu à ce match de foot. La dernière observation confirmée de l'adolescent reste donc celle devant le Tesco. D'ordinaire, Lee rentre toujours à temps pour le dîner, mais ce soir-là, il ne franchit pas la porte de la maison. À mesure que les heures passent, l'inquiétude gagne la famille Boxwell. Ce silence ne lui ressemble pas. Lee est un adolescent responsable qui prend toujours soin de prévenir lorsqu'un changement de programme survient. Peter et Christine s'accrochent à l'espoir qu'il ait simplement perdu la notion du temps et qu'il apparaisse d'un instant à l'autre. Mais plus la soirée avance, plus l'angoisse s'installe. L'angoisse les pousse à appeler tous les amis et membres de la famille qui pourraient éventuellement avoir des nouvelles de lui. Pourtant, chaque appel aboutit à la même réponse. Personne ne l'a vu, personne ne l'a entendu. Redoutant un accident, ils élargissent leurs recherches aux hôpitaux locaux, persuadés que Lee a peut-être été blessé et dans l'incapacité de pouvoir les contacter. Mais là encore, aucun établissement ne signale son admission. L'angoisse monte d'un cran. Où est passé leur fils et pourquoi ne donne-t-il aucun signe de vie? Ne voyant plus d'autre solution, Peter et Christine contactent la police. Mais au lieu de l'intervention rapide qu'ils espèrent, ils se heurtent à un mur. Ils se heurtent à du scepticisme. Les agents semblent minimiser la situation, comme malheureusement ça arrive bien trop souvent lorsqu'il s'agit d'un adolescent. Et ils suggèrent que Lee est probablement un adolescent en quête d'indépendance qui finira par rentrer de lui-même. Loin d'être rassurés, ses parents comprennent qu'ils vont devoir insister pour que leur inquiétude soit enfin prise au sérieux. Le lendemain matin, Lee n'étant toujours pas rentré, il rappelle la police et insiste sur la gravité de la situation. Cette fois, les autorités commencent à s'impliquer. Ils recueillent des informations sur le match de football, les endroits que Lee fréquente habituellement, et lancent enfin des recherches. Une alerte Be on the Lookout est émise pour signaler sa disparition. C'est un petit peu comme une alerte Amber, mais version UK. L'adolescent est décrit comme mesurant environ 1,68 m avec des cheveux châtain clair et portant un t-shirt blanc à l'effigie des Flintstones, un jean noir et des chaussures en daim. Très vite, les enquêteurs écartent l'hypothèse d'une fugue. Lee n'a jamais montré de signes de détresse ou encore de conflit familial. Il mène une vie équilibrée, entouré d'amis proches et d'une famille aimante. Rien n'indique, mais vraiment absolument rien, qu'il ait pu planifier de disparaître volontairement. Au départ, la police pense que sa disparition est liée au match de football. Ses parents supposent qu'après avoir quitté son ami au centre commercial, il a dû vouloir se rendre au stade. Mais aucun témoin ne se manifeste pour confirmer sa présence là-bas. L'enquête piétine jusqu'à ce que, quelques jours plus tard, une nouvelle information bouleverse toutes les suppositions des enquêteurs. Un témoin l'a aperçu devant le supermarché Tesco à 14h20. Alors oui, nous on le savait, mais pour les policiers à ce moment-là, c'est une révélation qui ramène toute l'enquête au point de départ. Puisque s'il n'est pas rendu au match,
où est-il allé ensuite? Les jours passent et se transforment en semaines. La disparition de Lee commence à attirer l'attention de tout le public. Son histoire est relayée dans l'émission Crime Watch, son visage s'affiche sur des posters et même sur des cartons de lait. La mobilisation est plus qu'intense, chacun espérant qu'un indice crucial permettra de le retrouver enfin. Les autorités reçoivent quelques signalements dans les jours suivant sa disparition. L'un d'eux indique que Lee aurait été aperçu à la gare de Sutton, en compagnie d'un homme. Mais un problème majeur se pose. À cette époque, la gare n'est pas équipée de caméras de surveillance. Impossible donc de confirmer cette observation. Faute de preuves tangibles, cette piste reste incertaine et l'enquête continue, sans aboutir à une conclusion définitive. Une observation supplémentaire a été faite peu de temps après, signalant Lee marchant dans la direction opposée vers sa maison. Cependant, cette observation a rapidement été écartée par les détectives, qui ont choisi de se concentrer sur la théorie de la gare, bien que cette dernière soit désormais rejetée par les parents de Lee. Les enquêteurs ont alors commencé à se demander si un lien pouvait exister entre la disparition de Lee et celle d'un autre garçon, un certain Kevin Hicks, disparu 2 ans plus tôt. Les deux garçons habitaient à seulement 11 km l'un de l'autre, ce qui a conduit la police à explorer l'hypothèse effrayante que les disparitions de Kevin et de Lee puissent être reliées, et que le même individu puisse être responsable de ces actes. Le 2 mars 1986, Kevin Hicks vivait une journée ordinaire. Il passait l'après-midi à la maison avec sa famille à Addiscombe à Croydon, un quartier situé non loin de Londres. Aux alentours de 20h30, il informe sa mère de son intention de se rendre au magasin local afin d'acheter des œufs nécessaires à son examen d'économie domestique prévu le lendemain. Il quitte la maison avec un seul livre en poche, puis marche quelques minutes jusqu'au magasin de proximité Sperrings sur Lower Addiscombe Road. Vers 22h, Kevin est aperçu pour la dernière fois par une connaissance qui le croise sur Shirley Road, à quelques pas de chez lui. Il semblait être en route pour rentrer, mais il ne reviendra jamais à la maison. En dépit des recherches minutieuses et de multiples pistes explorées, le mystère de la disparition de Kevin est resté entier. Est-ce que la disparition de Lee pourrait être liée à celle de Kevin? Les enquêteurs ne savaient pas, bien qu'ils n'aient pas réussi à trouver de preuves établissant un lien entre les deux affaires. Au fil du temps, les semaines sont devenues des mois, puis des années, et l'affaire est devenue un cold case. La piste s'était éteinte, laissant la famille de Lee avec un tas de questions sans réponse. Toutefois, 1 an après la disparition de Lee, son père, Peter, a reçu un appel inattendu d'un inconnu qui affirmait avoir vu Lee travailler dans un marché à Perryval, une ville située à l'ouest de Londres. Une lueur d'espoir a alors traversé le cœur de Peter, qui s'est précipité sur place, mais à son arrivée, il s'est rendu compte que le garçon, bien qu'il ressemblait étonnamment à son fils, n'était pas ce dernier. Ce nouvel indice s'est révélé être une fausse piste, et le cas de Lee, comme tant d'autres, semblait se perdre dans les méandres de l'oubli sans plus de progrès. Néanmoins, en 90, une découverte troublante est venue raviver l'enquête. Un lien crucial, qui allait rapprocher les enquêteurs de la vérité, émergeait enfin. Tout a commencé lors d'une soirée où un policier hors service participait à une fête. Parmi les invités se trouvait un employé de banque, un homme que l'officier n'avait jamais rencontré auparavant. Ils ont échangé quelques mots, et c'est là que l'homme a fait une confession des plus troublantes, j'ai même envie de dire des plus choquantes. Il a révélé, d'un ton presque désinvolte, que lui et d'autres individus avaient battu et tué un garçon. Poussant l'horreur encore plus loin, il a précisé que le corps avait été enterré dans le cimetière de l'église de St Dunstan. L'officier, complètement stupéfait, a soudainement compris que le garçon dont parlait l'homme pouvait bien être Lee Boxwell, ce garçon qui avait disparu 2 ans plus tôt. L'alerte est donnée par l'officier qui prévient immédiatement la police et le banquier est ensuite amené pour un interrogatoire. Pourtant, face aux enquêteurs, il nie fermement les accusations. Il admet avoir menti, qualifiant son récit de pure invention. Il rejette évidemment catégoriquement toute implication dans la disparition de Lee Boxwell, se distanciant de l'histoire macabre qu'il avait partagée avec tant de légèreté. Cependant, l'affaire ne s'arrête pas là. Une collègue du banquier finit par se manifester. Elle raconte alors qu'il s'était vanté auprès d'elle, non seulement de son rôle supposé dans le meurtre, mais aussi de sa connaissance précise de l'endroit où le corps de Lee serait enterré.
Il lui aurait révélé que le cadavre reposait dans le cimetière de St. Dunstan, le même qu'il avait précédemment mentionné. Ces nouvelles révélations poussent les enquêteurs à reprendre l'affaire sous un autre angle. Ils emmènent la collègue sur les lieux, à St. Dunstan, dans l'espoir d'enfin percer le mystère. L'homme avait été tellement précis dans ses propos que les policiers sont convaincus que le cimetière détient la clé du puzzle. Ils se rendent sur place, cherchant désespérément la tombe correspondant à la description fournie par le banquier, dans l'espoir d'y trouver une piste solide. Mais la recherche dans le cimetière ne donne aucun résultat. Aucun indice n'émerge, aucune tombe ne semble correspondre à la description du banquier. L'impasse se reproduit une nouvelle fois, et une fois de plus, l'enquête est suspendue faute de nouvelles preuves. Pendant des années, l'affaire de Lee semble complètement sans espoir. Les recherches piétinent et la famille se trouve dans l'incertitude la plus totale. Cependant, en 2013, après 25 longues années d'attente, la police décide de rouvrir le dossier, et cette fois avec un regard neuf. Cette nouvelle phase de l'enquête s'oriente vers un élément jusque-là ignoré, le lien de Lee avec un club de jeunes informels, Shade. Ce club était dirigé par un certain William Lambert, un fossoyeur qui opérait dans l'ombre à proximité du cimetière de St. Dunstan à Chim. Ce lieu, déjà lié à des rumeurs sur la disparition de l'adolescent, devient alors un point focal de l'enquête, soulevant des interrogations encore plus inquiétantes sur ce qui a réellement pu se passer. En 2011, un événement choquant éclate. William Lambert, âgé de 75 ans, est emprisonné pour avoir commis des agressions sexuelles sur des jeunes filles âgées de 11 à 15 ans au sein de Shade, un club de jeunes situé dans une annexe de l'église de St. Dunstan. Ce club, connu pour ses règles laxistes, permettait aux mineurs de boire et de fumer. Mais il est aussi devenu un endroit où les jeunes filles étaient victimes de comportements prédateurs, subissant des avances inappropriées de la part de William Lambert. Les crimes de l'homme révèlent des aspects profondément perturbants. D'après les documents judiciaires, il affirmait être un sorcier et prétendait détenir des pouvoirs occultes qu'il pouvait transmettre à ses victimes à travers les agressions sexuelles. Mais bien sûr, une de ses victimes a même révélé avoir été maltraitée sur une pierre tombale, où William lui aurait promis qu'après l'agression, elle recevrait des pouvoirs du moine flottant noir, un esprit supposément lié à l'église, le moine flottant noir. Évidemment, toujours plus. Une autre victime aurait également confié sa peur d'être enceinte et William lui aurait alors répondu que tout serait réglé si elle avait des relations sexuelles avec lui, éliminant ainsi toute possibilité de grossesse et de problème. Les victimes étaient extrêmement jeunes, naïves et vulnérables, âgées de seulement 11 à 15 ans, ce qui les poussait à croire absolument toutes les bêtises de William. Les anciens participants au club de jeunes ont partagé leurs expériences effrayantes, racontant comment, dès leur arrivée, ils se retrouvaient bombardés de questions invasives de la part d'hommes plus âgés. Une survivante a révélé qu'on lui demandait si elle était vierge, une question qui venait de ceux qui dirigeaient le club. Quoi qu'il en soit, cette atmosphère plus que toxique a créé un environnement où les abus étaient non seulement possibles, mais semblaient presque inévitables. À mesure que l'enquête avançait, les enquêteurs se sont interrogés sur la possibilité que Lee ait fréquenté le club le jour de sa disparition. Peut-être avait-il alors témoin de quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir. Peut-être avait-il vu une scène de maltraitance, un meurtre, que sais-je, et avait tenté d'y mettre fin. Il était connu que Lee se rendait occasionnellement à ce club, donc l'idée qu'il y était ce jour-là ne semblait pas complètement invraisemblable. Un homme, ancien camarade de Lee à l'école, a révélé que les garçons n'étaient pas vraiment les bienvenus à ce club, qui était majoritairement fréquenté par des filles. Il se souvenait d'avoir vu un matelas posé sur le sol à l'arrière du hangar, mais il ne savait pas vraiment à quoi il servait. Cette observation, bien qu'incertaine, éveillait des soupçons inquiétants. 2 jours après la disparition de Lee, une jeune fille, victime anonyme de l'époque, a affirmé avoir vu l'adolescent avec des adultes dans le hangar. Elle expliquait de manière explicite qu'on lui avait dit que Lee ne serait jamais revu. Il était mort et enterré dans la région. Cette révélation troublante a jeté un éclairage nouveau sur l'affaire, suggérant que Lee avait peut-être découvert quelque chose de dangereux et qu'il avait payé le prix fort pour ça. Les enquêteurs, cherchant à en savoir plus, ont donc interrogé William Lambert, emprisonné pour ses crimes, mais il a malgré ça catégoriquement nié avoir toute connaissance de la disparition de Lee. Cependant, son absence de crédibilité les a poussés à creuser davantage. Ils ont décidé de fouiller le cimetière, pensant que l'adolescent y avait peut-être été tué et enterré. La fouille serait bien évidemment
coûteuse, environ 1 million de livres sterling, ce qui est vraiment énorme, et devait être menée avec une extrême précaution afin de ne pas perturber les autres tombes. Ce projet monumental devenait l'une des plus grandes fouilles archéologiques menées dans le pays. Les rapports ont précisé que seules les allées entre les tombes pouvaient être déterrées, laissant entendre qu'une découverte pourrait être possible si le corps de Lee se trouvait près d'une autre tombe. Malheureusement, malgré tout ce qui a été fait, l'excavation n'a absolument rien donné. Aucun indice n'a été découvert et l'enquête a de nouveau stagné, sans progrès significatif sur la disparition de Lee Boxwell. En 2014, 3 hommes âgés de 78 ans, 52 et 41 ans ont été arrêtés et emmenés pour être interrogés. Ces individus étaient suspectés non seulement du meurtre de l'adolescent, mais aussi d'avoir tenté de manipuler le cours de la justice et d'avoir commis des actes d'indécence avec des enfants. Mais l'ampleur de l'affaire n'a pas cessé là. Une femme de 42 ans a elle aussi été arrêtée, impliquée dans la même conspiration. Tous ces suspects étaient liés au fameux club des Sheds, potentiellement identifiés par des victimes qui les reconnaissaient comme des adultes ayant travaillé dans ce club durant les années où Lee fréquentait. Leur rôle dans le club, associé à la nature troublante des accusations portées contre eux, ont donné un nouvel espoir aux enquêteurs, les incitant à croire qu'il était enfin proche de découvrir la vérité. Cependant, et bien encore une fois, malheureusement, cet espoir n'a absolument pas duré. Après plusieurs interrogatoires, les 4 suspects ont été libérés sans inculpation. Aucune charge n'a été retenue contre eux et l'enquête a de nouveau pris une pause. La recherche de la vérité semblait encore une fois condamnée à l'échec. Malgré les échecs répétés, la police a insisté auprès des médias qu'elle ne renonçait pas à résoudre ce mystère pour autant. Elle voulait absolument savoir ce qui s'était réellement passé dans ce fameux club où des secrets étaient enfuis et des vies complètement brisées. Ce club n'était pas seulement un lieu de rencontre pour jeunes, il était devenu le symbole d'un environnement où abus, manipulation et tragédie se mêlaient. C'est là que Lee Boxwell aurait peut-être croisé des personnes qui, à un moment donné, se retrouveraient impliquées dans sa disparition. Pourtant, malgré les arrestations et les preuves qui s'accumulaient, la vérité restait hors de portée, complètement insaisissable. Qu'est-il vraiment arrivé derrière les portes de ce club ? Qui savait ce qui se passait dans cet endroit et n'a pas réussi à intervenir ? Et, peut-être la question la plus angoissante, les personnes mêlées à l'affaire de Lee ont-elles joué un rôle dans sa disparition ? Ça fait maintenant 37 ans que Lee Boxwell a disparu et sa famille garde l'espoir qu'un jour la vérité éclatera enfin. Malgré les décennies passées à chercher des réponses, les questions demeurent sans réponse et les preuves solides manquent. Mais ses parents, Peter et Christine, refusent de baisser les bras. Leur douleur est une ombre constante, mais c'est leur détermination inébranlable à découvrir ce qui est arrivé à leur fils qui les pousse à continuer jour après jour. La chambre de Lee reste intacte, exactement comme le jour de sa disparition. La famille n'a absolument rien modifié. Comme l'a déclaré Christine, sa mère, « Nous vivons ici depuis que la maison a été construite, et comme Lee a disparu d'ici, nous ne pouvions tout simplement pas supporter de déménager au cas où il reviendrait un jour. Je ne pense pas que cela arrive maintenant, mais l'idée de partir, je ne pouvais tout simplement pas le supporter. » Pour Peter et Christine, il ne s'agit pas seulement d'une maison, c'est leur manière de se raccrocher aux derniers vestiges de leur fils, une part d'une vie volée trop tôt. Alors que l'enquête continue, la vérité reste toujours frustrante et inaccessible. Il reste tant de zones d'ombre et tant de pistes à explorer. La police considère la disparition de l'adolescent comme une affaire de personnes disparues, bien que peu d'indices permettent d'espérer qu'il soit encore en vie. Pourtant, sa famille refuse de l'abandonner, et nous ne devons pas le faire non plus. Les parents de Lee n'attendent rien de plus que la vérité, et ils ne demandent qu'une chose, savoir ce qui est arrivé à leur fils. Ils ont évidemment supplié le public de transmettre la moindre information, même la plus insignifiante. Cela fait 37 ans, mais pour la famille de Lee, la quête de la vérité ne prendra jamais fin. Le poids de l'incertitude, de l'ignorance sur l'endroit où se trouve leur fils ou ce qui lui est réellement arrivé est une souffrance quotidienne. Et évidemment, quand bien même ça ne se passe pas dans notre pays, on ne peut que leur souhaiter d'un jour trouver la vérité. Personnellement, j'ai pensé à une chose, c'est que si ce dernier a été enterré dans un cimetière, l'un des désavantages pour les enquêteurs, c'est que, je sais pas si vous savez, mais lorsqu'on enterre des gens, bien souvent, des années plus tard, la terre elle bouge. Il arrive parfois que des cercueils ne soient plus du tout dans le trou. On les retrouve parfois 10, 15, 20 mètres plus loin sous la terre. Donc potentiellement que s'il a été enterré
Dans le cimetière, déjà, on a dû fouiller tout le cimetière, mais que les allées, donc peut-être qu'il est juste au-dessus d'un cercueil et on ne le voit pas et on ne peut pas le retrouver. Et possiblement que son corps ait effectivement bougé sous la terre. On ne peut pas s'amuser lorsque c'est dans un cimetière à récupérer tous les os qu'on trouve pour pouvoir les examiner. Donc je pense que si ça a vraiment été le cas, ça risque d'être compliqué pour retrouver son corps, de faire tester un ADN, de le faire matcher à quelque chose. N'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous pensez de cette affaire dans les commentaires, si vous pensez qu'on peut encore garder espoir concernant ce dernier, ou si vous pensez, comme moi, que s'il a été enterré dans un cimetière, que de nos jours, il a très peu de chances qu'on puisse enfin connaître la vérité. J'espère en tout cas que cette affaire était encore inconnue pour vous et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle affaire. Prenez soin de vous, passez une bonne soirée, à très bientôt, ciao.